Où va le Soudan? Le Conseil militaire de transition l'a affirmé, il ne gouvernera pas, je cite, mais se contentera d'être le garant d'un gouvernement civil. Mais en moins de 24 heures après son chef, le ministre de la Défense, Ahmad Ben Benouf, annonce sa démission et la nomination d'un successeur. Dans votre mag, nous posons la question et nous décryptons avec Anne-Laure Mahé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire l'INSERM à Paris. Première question, on vient donc d'apprendre la démission d'Awad Ben Benouf, ministre de la Défense de transition. Comment peut-on interpréter ce rebondissement ? Alors, on est encore dans les premières minutes de l'interprétation. Là, c'est effectivement tout récent. Plusieurs interprétations, mais je pense que la principale, c'est que finalement, la pression de la rue a poussé à faire un petit recadrage au sein de cette nouvelle direction pour le pays. Reste à voir si on est face à un changement profond, si on est face à quelque chose qui répond réellement aux demandes de la population, ou si on est encore une fois dans un espèce de jeu de chaises musicales où finalement on remplace simplement encore une fois la tête et qu'on garde en réalité les mêmes personnes derrière. Donc reste à analyser ça quand on en saura un peu plus sur ce nouveau personnage qui vient de se retrouver à la tête du pays, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, qui semble relativement apprécié des militaires et être moins lié que Benouf au NCP, au parti au pouvoir, etc. Alors, du coup, le général Awad Ben Benouf vient d'annoncer sa démission. Qui pourrait lui succéder ? Ah, ben justement, c'est cet ancien chef d'état-major de l'armée de terre, un certain Abdel Fattah Bourhan, qui vient de prendre sa place normalement. Alors, vu que les choses changent très rapidement, on va voir si il prête serment et reste plus longtemps que 24 heures. Mais normalement, a priori, c'est lui. Kamal Abdel Marouf, qui était en quelque sorte dirigeait aussi ce conseil de transition, était quelque sorte le vice-dirigeant de ce conseil de transition, a apparemment aussi démissionné. Donc on aurait peut-être écarté des gens qui étaient encore trop vus comme liés au régime, liés à Omar el-Béchir, pour en quelque sorte essayer d'apaiser les manifestants qui continuaient à occuper la rue. Alors, le conseil militaire, il repose finalement sur quel équilibre maintenant ? Alors c'est vraiment une question difficile à répondre parce qu'en fait on ne connaît pas exactement la composition de ce conseil. On n'a pas encore eu de nom, on ne sait pas le nombre de personnes qui y sont. Des rumeurs veulent qu'on y trouverait des gens comme Salah Ghosh qui dirige les services de renseignement, le NIS, ou comme Emeti qui dirige les forces de soutien rapide, qui sont une sorte de nouvelle itération des Janjaweed. Qui conduisait la répression pendant le conflit au Darfour. Mais on ne sait pas exactement qui s'y trouve, et ce qui alimente bien entendu les rumeurs et la méfiance, évidemment. Alors ça alimente les rumeurs, la méfiance. Dans la journée, pour rassurer la population, le pouvoir militaire a indiqué qu'il ferait appel à un gouvernement civil. Qu'est-ce que ça recouvre ? Qui pourrait prendre part à ce gouvernement civil dans la société civile, dans la population ? Alors, ce qu'ils ont prévu, en fait, c'est de demander à tous les partis politiques de choisir 2 personnes pour les représenter. Donc, a priori, pour potentiellement mettre en place une forme de dialogue. En tout cas, ça ressemble très fortement à ce qui a pu être fait auparavant par le régime d'Omar el-Béchir. On avait tout un tas de dialogues nationaux avec, évidemment, des membres de partis en réalité plus ou moins alliés. C'était une sorte de fiction de dialogue et de débat. Donc ils ont demandé ça, donné je pense 24 heures aux partis politiques, ce qui est quand même très court pour faire ça. En même temps on ne sait pas très bien, ils ont dit que le NCP, le parti qui était au pouvoir, n'était pas inclus. Mais qui est considéré dans ces partis-là. Au Soudan, on a quand même tout un tas de partis d'opposition, mais aussi de partis qui se présentaient comme une opposition, mais étaient en réalité liés aux partis dirigeants. Donc tout ça est encore assez flou en fait. Alors Omar el-Béchir ne sera pas livré à la justice. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui l'armée. Quel avenir pour cet ex-chef d'État ? Alors c'est assez peu surprenant qu'ils annoncent ça. On s'en doutait un petit peu que probablement il y avait eu un accord pour le faire partir du pouvoir et que en fait l'accord stipulait qu'on ne le livrerait pas à la CPI. Donc c'était assez peu surprenant, d'autant plus qu'en fait on avait
C'est en fait des gens qui restaient au pouvoir, qui étaient également liés hein, aux mêmes crimes en fait qu'il avait commis, puisqu'il était poursuivi pour ces crimes pendant le conflit au Darfour. Et on retrouve encore voilà, des gens comme Salah Gauche, comme Emeti, sont liés à toute cette histoire-là. Donc il y avait quand même assez peu de chances qu'ils livrent quelqu'un, sachant qu'après, c'était peut-être eux les prochains. Donc c'est assez peu surprenant. Et le Conseil a dit qu'en fait, il serait jugé au Soudan. Euh, je pense que personne n'y croit réellement. Je pense que là, on est vraiment dans une problématique de confiance hein, où personne ne croit réellement ce qui est dit. Donc finalement, que ce soit sincère ou non, n'est plus vraiment une question. C'est juste que leur parole ne vaut pas grand-chose pour la population ni pour l'opposition. Donc voilà. Et donc, l'après El-Béchir, comment il se construit notamment, on passe à l'opposition. Quelle perspective elle a, soit d'entrer dans ce gouvernement ou finalement de continuer à revendiquer un changement de régime? Pour l'instant, l'option qui est poursuivie, hein, c'est de continuer à occuper la rue. Même là, en fait, après cette annonce de changement, l'association des professionnels soudanais a appelé à continuer à manifester en annonçant qu'elle allait évidemment avoir une déclaration plus importante dans quelques temps. La question, c'est en fait, voilà, c'est que finalement cette opposition est aussi dans la même situation où aussi il y a des changements au sein de cette espèce de coalition dont on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, qui dirige le Soudan. Elle est face au même dilemme en fait. Hein. Peut-on leur faire confiance ou faut-il continuer à insister et en même temps jusqu'à quoi en fait hein. Qu'est-ce qu'on veut exactement donc c'est à voir un petit peu aussi les réactions face à cette idée, cet appel en fait à nommer 2 représentants pour aller former une sorte voilà, de dialogue. Donc à voir un petit peu comment chacun réagit, si l'opposition arrive à rester unie. Aussi, c'est une grande question. Hein. Si certains décident d'envoyer quelqu'un, c'est sûr que ça affaiblit le reste de l'opposition. Si les autres décident de n'envoyer personne, etc. Donc là, on a un jeu avec tellement d'acteurs différents qui peuvent et tellement de doutes et de méfiance que c'est extrêmement complexe de voir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Puis on voit bien que la situation est extrêmement fluide. Donc, dans le camp des opposants, de l'opposition, quel modèle peut inspirer ces opposants ou dont ils peuvent se revendiquer en fait? Alors, selon moi, hein, le principal modèle qui a été évoqué, c'est celui de 84-85, hein, la transition du régime de Niméri qui a été renversé par un coup d'État militaire en 85. Un an de transition menée par les militaires et ensuite voilà, des élections démocratiques, l'élection de Sadiq El Mahdi à la tête du pays. Selon moi, c'est le modèle qui est omniprésent hein, chez les manifestants et dans l'opposition. Le problème, et on voit qu'ils s'en écartent, hein, ceci étant, puisque on a des militaires qui ont soi-disant renversé Omar el-Béchir, mais la situation a tellement changé en 30 ans, la confiance a tellement été rompue avec certains, etc., qu'on voit bien que finalement cette option d'avoir les militaires semble inacceptable en fait, hein, pour la plupart. C'est vraiment l'idée que là, il faut rendre le pouvoir aux civils et sans attendre hein, même 1 an, 2 ans ou plusieurs mois en fait. Alors, faut-il craindre une déstabilisation au Soudan? Alors c'est évidemment la crainte de la plupart des acteurs en fait qu'on ait une espèce de chaos qui s'instaure parce qu'on a tellement de factions de l'appareil sécuritaire qui ont des capacités importantes, qui peuvent très bien mobiliser assez rapidement quelques hommes, quelques milices et avec une forte capacité de nuisance et de violence. C'est clair que c'est dans l'esprit de tous hein, et de toutes depuis le début du mouvement, que ce soit dans celui de l'opposition et des manifestants, où il y a toujours eu cette idée de ne pas être une nouvelle Syrie ou une nouvelle Libye. Hein. Et certainement, c'est certainement à l'esprit également des dirigeants. Après, la question, c'est quand même qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de stabilité? Qu'est-ce que la déstabilisation? Parler d'un pays qui était stable jusqu'à il y a quelques jours, quand Omar el-Béchir s'est fait démissionner en quelque sorte, c'est quand même un petit peu absurde, étant donné que c'est un pays qui a été en guerre civile presque constante depuis 89, et même avant. Donc finalement, je pense qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on met derrière, et ce qui est particulièrement important, c'est de voir ce que les acteurs qui sont en ce moment en train de gérer cette transition, comment arrivent eux à se présenter comme des forces de stabilité, et quelles sont les forces qui sont peintes comme des forces déstabilisantes, etc. Merci beaucoup Anne-Laure Mahé, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, pour votre venue sur le plateau de TV5 Monde.